écoutez, le rideau se ferme, je le vois derrière moi, en face de moi, donc j'espère que vous êtes bien installés puisqu'on va parler de qualité de vie au travail. Bienvenue à vous en tout cas, donc je suis très content que vous soyez si nombreux pour venir écouter ce modèle un peu exotique qui vient de loin puisqu'on va parler de taoïsme. Qui parmi vous a déjà entendu parler du taoïsme? Pour mesurer le degré de curiosité qui est le vôtre en fait, donc il y a à peu près 30% de la salle. Donc c'est déjà une belle performance parce que le taoïsme en Occident, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que ça vient de très loin, ça vient de Chine, et à la fois dans l'espace et dans le temps, puisque c'est un concept philosophique, même une voie d'éveil qui a 2500 ans. Donc, et on pourrait se poser la question de quelle manière le taoïsme aujourd'hui a une actualité, une contemporanéité dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on vit aujourd'hui, et plus encore dans le monde du travail. Donc concrètement, vous le savez, le bien-être au travail, c'est vraiment un sujet du moment, sinon vous ne seriez pas là. Ça fait en règle générale donc, les unes des magazines, ça c'est le dernier Management Magazine, vous voyez, c'est celui du mois de mai, il traite du bien-être au travail. Vous le savez parce que vous êtes dans cette salle, il y a aussi des livres, quantité de livres qui sont publiés sur le sujet. Et donc, au travers de mes travaux, de ce que je fais ici ou là, eh bien, je m'intéresse à ce sujet ô combien important de chacun d'entre nous et de l'épanouissement humain. Parce que derrière les mots, il y a quand même les hommes. Donc, je vais vous parler d'un modèle qui s'appelle QVTAO, évidemment à mi-chemin entre la QVT, que vous connaissez tous, la qualité de vie au travail, et puis le taoïsme, donc cette vision du monde tout à fait particulière qui s'inspire de la nature. Et on va voir ensemble, au travers de ce modèle que j'ai élaboré, comment la nature peut raconter une histoire et nous aider à trouver l'épanouissement intérieur et aussi extérieur auquel les uns et les autres nous aspirons. Allez, 2 mots sur celui qui vous parle, puisque je dois être inconnu à beaucoup d'entre vous, même s'il y a des regards familiers, je les remercie d'être dans la salle. Les 2 pieds, c'est ça. J'avance sur 2 pieds. Le pied professionnel, évidemment, puisque moi je suis toujours dans le monde du travail, je travaille toujours dans des grands groupes énergétiques, transport public, etc. Donc j'ai eu des responsabilités qui m'ont permis notamment de m'intéresser à la qualité de vie au travail, à la sécurité, santé au travail, ce type de choses. Et donc j'étais très content de faire ça. Et je prolonge également cette activité. Bon, j'ai travaillé donc sur il y a aussi EDF, j'ai pas mis tous mes employeurs historiques, enfin c'est pas le but du jeu. Et à côté de ça, à côté de mon travail professionnel, comme chacun d'entre nous, nous sommes plus riches que l'image que nous donnons. C'est-à-dire qu'il y a la carte et le territoire, chacun d'entre nous, nous avons des activités par ailleurs qui nous nourrissent et qui peut-être donnent du sens et qui fait que d'ailleurs nous serons meilleurs dans la partie gauche, c'est-à-dire la partie professionnelle, parce que précisément, nous faisons plein de choses à côté. Et ça, souvent, notre employeur, il n'en a pas connaissance, mais ce qui nous enrichit à côté peut nous aider à devenir plus performants et harmonieux aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc, je suis également enseignant diplômé de Qigong taoïste traditionnel. Donc, voilà, et donc j'organise des stages, je fais un certain nombre de choses. C'est la voie martiale qui m'a conduit à m'intéresser à la voie énergétique et de la santé qui s'appelle le Qigong. Alors le Qigong, je ne vais pas faire le test dans la salle aujourd'hui, mais en règle générale, quand on parle du yoga, tout le monde connaît. Et quand on parle du Qigong, on perd à peu près 80% de la salle en termes de notoriété. Simplement, il y a 2 grandes traditions énergétiques et de santé au monde. Il y a la filiation indienne que vous connaissez probablement, c'est le yoga, et puis la filiation chinoise, qui a quand même 5000 ans d'âge et qui a aussi un certain nombre de choses à dire. Voilà, donc moi c'est plutôt la filiation chinoise ici qui m'intéresse. Et donc, à mi-chemin entre les deux, j'ai créé une société de conseil. Et moi, mon travail, c'est de tenter d'apporter évidemment de la performance aux dirigeants, aux managers, aux organisations. Parce que si on ne tient pas le discours de la performance, nous ne sommes pas audibles. Donc, si on veut rencontrer des entreprises, il faut parler de performance. Sinon, ils vous laissent à la porte. En revanche, ce que je leur dis, c'est que la vie n'est pas que performance, elle est aussi harmonie. Et ce que nous enseigne toute la sagesse traditionnelle taoïste, c'est de dire que la performance n'est pas un objectif, mais c'est au contraire la performance, la conséquence de l'harmonie. Et ça, on commence à rentrer dans la sagesse de l'Orient en disant « Amis dirigeants, amis managers, cherchez l'harmonie et à ce moment-là, vous aurez la performance. » Et si vous cherchez la performance comme primat de votre réflexion, vous n'aurez ni l'un ni l'autre.
Donc la société, c'est celle-là. J'écris donc pas mal, des articles, des ouvrages, et tout ce que je vais vous raconter au travers du modèle de QV-Tao, c'est-à-dire un mi-chemin entre le taoïsme et le modèle QVT, il est décrit dans ce livre-là qui est sorti fin janvier, début février aux éditions Management et Société. Et c'est l'un des points que j'aborde dans cet ouvrage. Et je suis très content parce que c'est la première fois aujourd'hui que vous avez cette primeur de le présenter devant vous. Voilà, donc il y a un certain nombre d'ouvrages. Bon, moi je travaille aussi avec des Tao consultants, je forme des consultants à mes outils, à ma méthode, et voilà, pour apporter évidemment la performance et aussi l'harmonie au monde. Donc, c'est assez original que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs. Si je vous dis, est-ce que vous aimeriez soigner les dysfonctionnements de votre entreprise comme un corps humain à partir de la médecine traditionnelle chinoise? Rigolo. Quelle pourrait être l'acupuncture d'une organisation? Voilà, ça c'est décrit dans certains de mes ouvrages. Autre exemple, comment déciderait votre organisation et votre entreprise si c'était non pas un homme ou une femme qui est à la tête de l'organisation, mais la nature? Et là, vous récupérez 41 enseignements que j'appelais le bio-benchmarking, qui vous dit concrètement comment la nature prendrait les décisions à votre place si c'était non pas un individu qui prenait les décisions, mais le monde vivant dans son ensemble. C'est une vérité partagée par tous, mais on ne peut pas vouloir l'équilibre du monde, l'équilibre de son organisation, l'harmonie même de son équipe, si à l'intérieur de soi, eh bien, on n'est pas en situation d'équilibre. Pour résumer, je crois que c'est Jean Lartegui qui disait, voilà, on ne peut pas construire la paix sur la base d'une guerre civile intérieure. Donc, si un jour vous souhaitez la performance, vous souhaitez l'harmonie, cherchez-la d'abord en vous-même avant de vouloir l'installer au sein de vos équipes. L'arbre est né au centre. Alors l'état des lieux, ça c'est une slide, une planche à jeter, disons-le clairement, parce qu'elle ne répond absolument pas au canon de la communication court, claire et complète, c'est-à-dire les 3 C. En revanche, je voulais juste venir avec des chiffres qui attestent ce que vous savez déjà, donc on ne va pas sortir les mouchoirs ce matin, c'est au contraire un message optimiste et positif que j'ai envie de vous relayer. Ça ne va pas bien, docteur c'est grave plus tôt. Simplement un chiffre récent que j'ai trouvé dans la littérature. Sachez que, bon, ce n'est pas un chiffre trop inquiétant encore, quoique, sachez que nous sommes 63% lorsqu'un sondage est fait à dire que l'on s'ennuie au travail. Ça, c'est l'agence CAPA en 2018, ce sont des chiffres qui datent de l'année dernière, qui nous disent que presque les 2 tiers d'entre nous, on s'ennuie au boulot. Alors l'étude va plus loin, elle dit que 90% d'entre nous, on ne le dit pas. Évidemment, on ne dit rien. On dit rien, on s'ennuie, mais on ne le dit pas. Et alors pire encore, vous voyez comment l'animal de société que nous sommes se comporte, c'est que nous sommes encore 60% de ces 63% qui disent qu'ils ont un boulot de rêve. Franchement, le boulot, moi je m'éclate. Donc ça veut dire que dès demain, si vous repartez bosser, eh bien vous avez une probabilité de 40% d'avoir quelqu'un qui vous dit qu'il s'éclate au bureau et qui dans les faits, effectivement, s'ennuie passablement. Donc quand je suis tombé sur cette stat, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et quels que soient les ateliers auxquels vous participerez durant ces 2 ou 3 jours après Ventica, on vous dira un peu la même chose. Il y a un désenchantement, un désengagement, un désamour, un quelque chose aujourd'hui qui s'installe dans le monde du travail, qui fait que le bien-être au travail, si on en parle, notamment si les dirigeants s'y intéressent, c'est pour certains d'entre eux, et je les remercie ici solennellement parce qu'il y a une ouverture à l'humain et de cœur sans doute, mais également parce qu'il y a un jeu de nécessité qui fait que si moi dirigeant je ne m'intéresse pas à la qualité de vie au travail, eh bien forcément je nuis à mes ratios et à mes indicateurs de performance, avec de l'absentéisme, de l'accidentologie, les meilleurs éléments qui partent, etc. Donc la qualité de vie au travail aujourd'hui, je ne rentrerai pas non plus dans les distinguos sémantiques entre, suivez-moi bien, qualité de vie au travail, première marche, certains font cette typologie-là. Ensuite, bien-être au travail, d'accord, c'est la marche 2. Et ensuite, bonheur au travail. Donc ensuite, il y a des mots derrière. Les mots sont extrêmement connotés, sont extrêmement piégés. Si je vous parle de ces 3 mots, les uns les autres, QVT, bien-être, bonheur, chacun d'entre vous, vous aurez votre propre réponse. Après, ça devient de la philosophie, ça devient de la sémantique. Ne rentrons pas dans ce genre de concept. Faisons au contraire parler les corps et les cœurs, plus que les têtes. Mais en Occident, on aime bien les têtes, parce qu'on pense tout résoudre par ça. Ce
que nous enseigne le taoïsme notamment, c'est que le corps a une intelligence. Et que même que la plus grande connaissance ne sera pas celle qui sera transmise par la tête, mais au contraire par le corps. Donc là aussi, on commence à inverser des polarités et à battre en brèche des croyances bien établies. Voilà, ensuite tous les bienfaits de la qualité de vie au travail, vous le connaissez aussi, c'est l'Agence européenne de la santé au travail en 2014 qui a établi que, évidemment, des salariés heureux sont plus créatifs, plus productifs, plus présents et tout ce que vous voulez. Bref, c'est une sorte de martingale, la qualité de vie au travail, qui fait que si, en tant que dirigeant, on parvient à faire ça, bah, écoutez, c'est la béatitude absolue, à la fois pour ses résultats et pour l'ambiance. Alors, so what, diraient les Américains à ce stade, on a posé le diagnostic, et on fait comment? On fait comment? Alors là, je vais vous emmener en Chine. Il y a 2500 ans, vous savez qu'en Chine, tout est à faire, ils n'ont pas les lettres latines, ils ont des symboles. Les symboles, on les appelle des idéogrammes. Et pour installer à la fois la performance et l'harmonie, en Chine, ils considèrent qu'il y a 3 plans à réunir. Le premier plan, si je n'affiche pas, vous n'allez pas voir grand-chose. Les 3 plans, ils sont là. Donc vous avez le plan du ciel. Si j'ai bien fait mon slide, ça doit apparaître progressivement. Sinon, il n'y a pas de teasing. Le ciel, c'est tout ce qui est inspiration, vision, voir loin, le sens. D'accord ? Et donc l'empereur, notamment, autrefois, c'était celui qui avait la vision, qui avait le sens pour voir où amener son empire. Et disons-nous les choses, un dirigeant, il est aussi l'empereur de son empire qui s'appelle une organisation. Ensuite, les hommes, les peuples. Donc, l'empereur, à l'époque, il était là pour installer la performance et l'harmonie aussi au sein de son peuple. Donc, surtout pas de révolte, de famine, d'insurrection. Sinon, il n'était pas à la hauteur du mandat que le ciel lui avait confié et conféré. Et ensuite, c'était aussi un gestionnaire, l'empereur, et donc il s'occupait de tout ce qui était terre, c'est-à-dire d'une administration, faire en sorte que toutes les provisions arrivent en temps et lieu, au bon endroit, etc. C'était un gestionnaire. Et donc, il gérait aussi les ressources. Et on voit bien que l'empereur d'hier, c'était celui qui parvenait subtilement à relier les 3 mondes. On appelle ça les mondes dans le taoïsme. Le monde du ciel, le monde des hommes et le monde de la terre. Et le bon dirigeant, c'est celui qui arrive à marier tout ça. Autrement formulé, un dirigeant qui serait complètement au niveau de la vision, mais pas du tout ancré dans le réel, il serait perché et finalement, il n'aurait plus aucun sens des réalités. Inversement, un dirigeant qui est uniquement dans la terre, mais qui n'est pas inspiré par la vision, à ce moment-là, ça s'appelle un gestionnaire. Et puis bon, franchement, pour inspirer les équipes, leur donner envie de se lever le matin, si le matin on doit dire, allez, soyez sympas les gars, lundi matin vous aurez la banane parce qu'on va augmenter notre part de marché de 2 points, je ne suis pas sûr qu'on emballe énormément de monde avec ça. Donc ayez en tête que le dirigeant, c'est celui qui parvient. Évidemment, c'est un dirigeant qui a la vision, c'est le monde du ciel. C'est un bon communicant, un bon manager au sens de l'interrelation, de l'intersubjectivité, c'est le barreau du milieu. Et c'est également un bon gestionnaire, quelqu'un qui a un bon sens de l'observation, un bon sens des réalités. Le réel, c'est le 18e principe taoïste que j'ai établi dans un autre bouquin. Et donc c'est celui qui fait la jonction entre les 3 plans. Et ça s'appelle Wang, c'est le souverain. Et donc vous récupérez le nom de souverain dans l'idéogramme chinois. Vous voyez, vous faites même des progrès ce matin en chinois. Wang, c'est le roi, c'est le souverain. Et donc le dirigeant, il y a une assimilation, une proximité évidente sur le plan cognitif, et même visuel. La puissance d'un sinogramme comme celui-là, vous allez voir ce que l'on peut faire avec quelque chose d'aussi simple que ça. On peut même récupérer les 3 dimensions du développement durable. Les 3 dimensions du développement durable, c'est technico-économique, c'est la terre. Le social, le sociétal, c'est l'homme, c'est le 2e barreau. Et tout ce qui est environnemental, c'est ce qui nous réunit les uns les autres et on pourrait l'assimiler au ciel, notamment avec les saisons, l'environnement, etc. Vous voyez comment un simple sinogramme parvient à nous permet de restituer aussi des choses que vous connaissez bien autour du développement durable et des 3 dimensions. Donc le ternaire peut nous amener dans pas mal de directions. Et même sur le plan de la psychologie, ce symbole, on peut le considérer comme l'interpréter de la manière suivante. Le bon dirigeant, c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'occuper correctement, d'installer la performance et l'harmonie au niveau de lui-même, au niveau des autres et au niveau du monde. Et le dirigeant véritable, c'est quelqu'un également qui travaille pour soi, qui travaille pour les autres et qui travaille pour le monde. Vous voyez comment d'un simple sinogramme, on peut récupérer ce type de réalité.
Et vous allez très vite comprendre que je ne m'éloigne absolument pas de la qualité de vie au travail, puisque si on veut installer la qualité de vie au travail, bien évidemment c'est à la fois pour soi, pour les autres et aussi pour le monde, à la fois pour la Terre, les hommes et le cycle. Et donc on va continuer l'interprétation de ce sinogramme, et là je vais complètement rentrer dans la problématique qui est la nôtre ce matin, qui est celle de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, et c'est pour ça que je montrais ces 3 centres énergétiques. Pour moi, en tout cas, les 3 niveaux sur lesquels il me semble important de travailler pour installer la qualité de vie au travail, c'est évidemment l'individu. Je montre à nouveau cet endroit-là, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Au niveau également des équipes, de la direction dont on a la responsabilité, également ensuite au niveau du top management. Donc si on veut travailler, il nous faut travailler au niveau du terrain, chacun d'entre nous, au niveau des équipes, le collectif, et au niveau également de la tête de groupe ou de la tête d'entreprise. Et ça, c'est tout ce qui est la responsabilité régalienne, quelque part, du dirigeant. Et donc, souvent, ce que j'observe, c'est que dans la qualité de vie au travail, on les prend par petits bouts. Soit on travaille pour l'individu, soit on travaille pour le collectif, en installant des plantes vertes, on amène des fruits, on fait ce type de choses. Mais il est rare qu'une démarche intègre l'ensemble des dimensions propres, finalement, à l'épanouissement humain, je trouve. Peut-être que vous avez d'autres expériences et on pourra en parler ensemble. On retrouve notre individu et dans le monde du taoïsme, il y a une loi qui est la loi de la fractalité. C'est-à-dire que les lois qui prévalent pour l'individu sont les mêmes que les lois qui prévalent pour le collectif, qui sont les mêmes que les lois qui prévalent pour expliquer l'organisation. Ce sont les mêmes lois qui prévalent pour expliquer une société. Ce sont les mêmes lois qui prévalent pour expliquer le fonctionnement et donc l'optimisation de la nature. D'accord ? Donc comprendre la nature nous aide, nous donne des clés à savoir quoi faire pour soi, pour les autres et pour le monde. On retrouve notre individu, mais vous remplacez l'individu par une organisation, c'est strictement la même chose. Et donc on trouve des considérations de corps, de cœur et de tête. En bas, effectivement, on a l'harmonie et la performance individuelle. On retrouve les individus, donc il y a un certain nombre de choses à faire au niveau des individus. Il y a un certain nombre de choses à faire au niveau de la gestion des équipes, du management, de la communication d'équipe. Donc là, c'est le niveau 2 qui est ici. Évidemment, le cœur, c'est le relationnel, l'interrelation. Évidemment, le temple des émotions. Donc, qui veut installer le bien-être dans son entreprise, dans son équipe, doit également travailler l'ouverture de cœur, par exemple, et la pacification de ses émotions. C'est essentiel. Comment vouloir installer la pacification de la relation si, effectivement, à l'intérieur de soi, effectivement, c'est le grand charivari, le grand chahut. Et la tête, c'est l'ensemble de l'organisation, et vous allez voir concrètement derrière quelles variables je mets en face. But du jeu, vous l'avez compris, c'est qu'ici on a les octaves, et derrière chacune des octaves de la qualité de vie au bien-être, eh bien on va mettre des touches comme sur les claviers d'un piano. Donc, là ça reprend concrètement ce que je vous disais, et si on parvient à faire un certain nombre de choses qui installent la performance et l'harmonie sur le plan, au niveau des individus, au niveau des équipes et au niveau de la tête de groupe, à ce moment-là, il y a une petite musique qui s'installe et qui fait que, plutôt que d'obtenir une performance de 80 dans la souffrance, par exemple, eh bien à ce moment-là, on obtiendra 120 dans la fluidité. L'image que je peux vous livrer ici, et c'est une image extrêmement taoïste, c'est celle du moulin. L'image qui m'est venue, c'est que dans nos entreprises, les uns les autres, je ne sais pas où vous travaillez, mais j'ai vraiment de temps en temps cette impression d'être dans un moulin où, en bon meunier qui veut obtenir des résultats, je tire sur les ailes du moulin pour essayer d'obtenir une performance. C'est épuisant. Dans le taoïsme, il y a quelque chose d'essentiel qui considère que chacun d'entre nous, nous avons un niveau d'énergie limité. Et donc, il prenait un soin très particulier à faire en sorte qu'on dépense le moins d'énergie possible pour la plus grande efficacité possible. C'est un principe de frugalité, c'est un principe de parcimonie qui est assez connu quand on s'intéresse au taoïsme. Donc, quelle est l'action que je peux engager aujourd'hui qui me demande le moins d'énergie possible, mais avec la plus grande démultiplication et efficacité derrière? En fait, le taoïsme, c'est une philosophie de feignant, ça peut être ça aussi. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que dans nos entreprises, moi je trouve vraiment j'ai cette impression qu'on tourne les ailes du moulin, on s'épuise à longueur de journée pour un résultat finalement assez médiocre et assez décevant. L'idée du Wei Wu Wei chinois, c'est agir par la non-action, avec toute cette somme de paradoxes de la philosophie taoïste que je n'ai pas le temps de vous développer ce matin. Quelle est l'action que je peux engager qui finalement me permettra d'obtenir la meilleure performance derrière? Et dans l'harmonie,
L'image du moulin, c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est quoi? C'est quel est le bon sens de mon organisation? Qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour les autres et pour mon entreprise pour tourner les ailes du moulin le plus facilement possible? Et à ce moment-là, je prends le vent de ma propre entreprise, de ma propre organisation. Je dis qui je suis, où je vais, j'ai déterminé le sens, j'ai déterminé la vision. La vision, c'est le sens, c'est le cap. C'est quoi la vision? C'est dans quelle direction je tourne les ailes de mon moulin. Une fois que le dirigeant, et ça c'est typiquement une responsabilité de dirigeant à la tête, partagée avec les équipes et avec les individus, qui aussi ont plein d'idées là-dessus, à ce moment-là, les ailes de l'entreprise se tournent dans le vent de sa propre nature, dirait un taoïste, et à ce moment-là, les ailes du moulin, je ne dis pas qu'elles tournent toutes seules, parce qu'il faut quand même des hommes et des femmes pour faire tourner le moulin, mais elles tournent beaucoup plus facilement dans une sorte de fluidité naturelle qui fait que là où hier, péniblement, on avait 80 en performance, demain, avec la mobilisation des compétences de chacun, on a 120 dans la fluidité et dans la bonne humeur. Toute la question du taoïste, c'est quoi faire pour finalement parvenir à donner l'envie à chacun de mes collaborateurs de se mettre au service du vent de l'entreprise. Est-ce qu'on a envie de produire la même farine? Parce que s'il y en a certains qui veulent faire de la farine et les autres des boulons, il y aura quelque chose de compliqué à expliquer là-dessus. Donc là, c'est un peu théorique ce que je vous dis, mais on va assez vite entrer dans le détail et la façon de voir les choses. Donc on voit bien qu'on a trois sphères, l'individu, les équipes et le top management. Et donc, de la performance à l'harmonance, je change aussi les mots parce que les mots sont extrêmement connotés. Vous avez l'habitude d'entendre parler de performance. Mais je pense que le terme d'harmonance, c'est la première fois que vous l'entendez. Le terme d'harmonance, très simplement, et j'aimerais bien que demain, plus tard, on ne parle plus que d'harmonance et non pas de performance. Déjà dans les mots, écoutez bien, performance. Vous voyez, donc je postillonne dans le micro. Ça s'appelle une labiale. Ça perfore. Déjà, on est dans le yang, on est dans l'agressivité. Premier point. Harmonance, on démarre par un H, une voyelle. On est déjà dans le yin. On est déjà dans la douceur presque féminine. Et ensuite, vous voyez que cette notion d'harmonance, c'est le mélange de l'harmonie et de la performance. Et si le hans de performance est à la fin, c'est parce que, dans mes mots en tout cas, la performance est la conclusion, la résultante de l'harmonie, et pas le contraire. C'est parce que vous avez su réunir les conditions de l'harmonie qu'ensuite vous aurez de la performance. La performance, dans mes mots également, ce n'est pas qu'une performance égoïste. Là aussi, on crève les uns et les autres de cette performance égoïste qui ne fait penser que par soi et pour soi. Et aujourd'hui, tous les problèmes du monde, et ça c'est Mozi, j'ai mis en ligne, si ça vous intéresse, sur mon profil LinkedIn, un texte de Mozi, qui est un taoïste d'il y a 2500 ans, qui écrivait que justement, la plaie du monde, c'était ce problème de particularisme au détriment de l'universalisme. Ces égoïsmes successifs qui à l'époque étaient tolérables, aujourd'hui sur le plan planétaire ne le sont plus. Et à défaut, si on poursuit cet égoïsme-là dans le temps, on sait qu'on va dans le mur. Et alors là, je vais prendre des mots un peu forts, mais je pense que cette ouverture à l'universalité, c'est le gage de notre propre survie en tant qu'espèce. Ça nous emmènerait trop loin, mais là aussi, j'ai écrit un certain nombre de choses sur le sujet. Donc, l'harmonance, je suis dirigeant et je me pose déjà la question, côté QVT, et posez-la vous, est-ce que je travaille au niveau des trois dimensions? Est-ce que je fais des choses au niveau des individus pour les aider à se sentir bien? Première question que je me pose. Deuxième question, est-ce que je fais des choses au niveau de la communication, du management? Est-ce que je monte en compétence mes managers? Et ensuite, est-ce que je fais des choses au niveau du sens, de la vision? Et je regarde concrètement, est-ce que je fais des choses sur chacun des trois cercles, des trois disques que je vous ai rapidement présentés? Est-ce que les trois disques existent? Première question que vous vous posez en tant que dirigeant. Deuxième question que vous vous posez en tant que dirigeant, est-ce que ce que je fais en matière de QVT, c'est aligné? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement déconnant par rapport à ce que je peux faire par ailleurs? On verra peut-être un exemple tout à l'heure. L'alignement. L'équilibre. Est-ce que j'engage les mêmes ressources, que ce soit pour la QVT des individus, des équipes ou de la tête du groupe? Est-ce que j'engage les mêmes moyens, le même temps, le même budget en euros, etc. La même charge mentale. Et ensuite, parce que je vous ai parlé de l'harmonance, je vous ai dit que par nécessité ou par conviction, cette ouverture à l'autre, je pense que ça nous attend, c'est encore devant nous, cette ouverture de cœur à soi, aux autres et au monde. Eh bien, ça veut dire que
Si on y croit, si on fait du bien-être pour soi, en tant qu'entreprise, la question que je vous pose, c'est pourquoi pas contribuer, devenir un acteur, je dirais même un leader, pour faire du bien, non seulement à vos collaborateurs, non seulement à vous-même, non seulement à vos collaborateurs, mais également à l'ensemble de l'écosystème, ça c'est l'étape d'après, avec qui vous travaillez au quotidien. Un exemple très concret là-dessus, je connais des entreprises qui ont pour objectif de diminuer drastiquement le nombre d'accidents au travail. Ils souhaitent que leurs collaborateurs ne se blessent pas, ne se fassent pas mal, etc. C'est un très bel objectif, ils ont des objectifs annuels sur ce sujet, etc. Et ils engagent quantité d'actions sur le sujet. La question que je vous pose, c'est très bien de préserver ses propres collaborateurs, mais que faites-vous par rapport à vos fournisseurs? Eh bien, il y a certaines entreprises qui commencent à intégrer les fournisseurs dans cette préoccupation de moindre blessure et de bien-être au travail. Et la question que cela pose, c'est de quelle manière associez-vous vos fournisseurs à la réflexion autour de la QVT qui est la vôtre? Et raisonner de manière holistique, c'est ça, c'est de se dire ce qui est bien pour moi, c'est aussi bien pour l'autre. Et je crois qu'une entreprise à rebours qui voudrait du bien pour ses collaborateurs, mais finalement en sous-traitant quantité de choses et en faisant en sorte que ce soit plutôt les prestataires qui prennent des risques, ça ce n'est pas très éthique et ce n'est pas très taoïste. Donc je vous invite à avoir cette réflexion-là en disant tous les beaux objectifs que vous avez à l'intérieur de vos entreprises, de quelle manière pouvez-vous les partager avec ceux qui font le quotidien de votre activité professionnelle et qui ne travaillent pas dans votre entreprise et qui s'appellent des fournisseurs ou des prestataires? De quelle manière pensez-vous global en matière de QVT? En tout cas, la réflexion taoïste vous invite à penser global de cette manière. Alors, on a les octaves. Je vais vous montrer les touches. Donc, pour ces touches-là, j'ai travaillé avec le modèle de l'ANACT que la plupart d'entre vous devez connaître, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, et également d'un chercheur du MIT. J'ai croisé un certain nombre de variables. Bon, peut-être que j'en ai rajouté une ou deux de mon côté. Je les ai mises en forme et puis j'ai apporté cette touche taoïste que je suis en train de vous présenter. Donc pour la vision de l'entreprise, en tout cas pour les variables relatives à la QVT pour le dirigeant, pour la tête de groupe, hein, pour la tête, ce qu'on appelle le top management, bon, elles sont au nombre de 5, elles sont là. Donc il y a le travail sur les valeurs, il y a le travail sur la vision, il y a le travail sur la pertinence de l'organisation, la gouvernance. Évidemment la vision, c'est essentiel. J'ai travaillé dans cet ouvrage, surtout d'ailleurs, sur le concept de l'envision. La vision, c'est extrêmement connoté. Une fois de plus, vous vous mettez 100 dirigeants dans cette salle et vous lui demandez quelle est ta définition de la vision. Je pense que vous aurez 100 définitions différentes. Donc les mots sont quand même assez connotés. Il y en a certains dirigeants, vous leur demandez, pour toi la vision c'est quoi? Ah, pour moi c'est connaître ma part de marché dans 5 ans, devenir leader dans 5 ans. Franchement, avec ça, je ne suis pas sûr, en tout cas, que vous motiviez les gars, les équipes. Mais pourtant, c'est leur vision. Et lorsque vous leur posez la question, c'est ça qu'ils vous répondront. Donc, on va dire qu'ils ont une vision essentiellement terre. D'accord? Sauf que là, vous me voyez venir, la vision du dirigeant du futur, que j'appelle du 3e millénaire, c'est le dirigeant qui, lui, voit loin. Et parce qu'il voit loin, eh bien, à ce moment-là, il peut amener les équipes par rapport à une perspective qui dépasse sa simple personne, qui dépasse sa simple organisation et qui permet de motiver finalement l'ensemble du collectif derrière un idéal qui fait sens pour chacun d'entre nous. On peut l'appeler le rêve si on veut, mais bon, on peut aussi, si on veut adopter un discours un peu plus terre, l'appeler le transorganisationnel. De la même manière qu'il existe le transpersonnel, Maslow, Stanislas Grof, des auteurs comme ça, moi je plaide pour le transorganisationnel, c'est-à-dire les organisations en tant que telles sont capables de changer le monde, simplement je pense qu'on ne leur dit pas assez. Donc, 5 variables pour la tête de l'entreprise, 6 variables pour les équipes, le manager en tant que tel, connaissance, stratégie, objectif, clarté des rôles, qualité de la com interne. Après, il y a aussi tout ce qui est conditions de travail. Il y a beaucoup de choses sur ce salon aujourd'hui sur tout ce qui est conditions de travail. Alors, c'est la couleur des coussins, ce sont les fruits le lundi matin, c'est un certain nombre de choses. La configuration des bureaux, qualité de la com bien sûr, interne, alors évidemment de la part du manager vis-à-vis des équipes, également des équipes vis-à-vis du manager et également des membres des équipes les uns par rapport aux autres. Et l'horizontalité, on a tendance à l'oublier dans la QVT. Chacun d'entre nous, et vous le savez, c'est un peu une tarte à la crème là-dessus, nous sommes acteurs de l'ambiance que nous amenons au travail. Bon, il y en a d'autres, relations au travail, ambiance, qualité du management, pilotage, etc. Ça, ce sont les variables du manager. Et le plus gros des variables, c'est aussi au niveau des individus.
Là, on est au niveau de la Terre, donc le ciel, l'homme ici, et la Terre ici, avec l'individu. Et là, il y a beaucoup de choses. Et là, on récupère beaucoup de dimensions qui existent dans beaucoup de modèles, hein, disons les choses, simplement qui sont mis en forme ici. Et puis, je me suis autorisé, parce qu'en tant qu'auteur, on fait ce qu'on veut, et c'est ça l'avantage, eh bien, de rajouter un certain nombre de choses qui renvoient à l'individu, à l'intime, notamment, et avec des frontières extrêmement délicates et subtiles entre le monde pro et le monde perso. Et vous le savez aussi, ce sont des truismes, ce que j'évoque, mais de plus en plus, il y a une porosité entre le monde professionnel et le monde personnel. Dans la mesure où parfois on emmène du boulot à la maison et inversement, parfois, il peut nous arriver de faire des choses perso au bureau. Donc, l'épanouissement corporel. Là, alors, certaines entreprises commencent à travailler là-dessus, avec du massage, des cours de yoga, de la sophro au bureau, c'est très bien, il faut continuer, c'est dans ces touches-là que ça se travaille. Également, l'épanouissement émotionnel. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour installer le calme dans le cœur de nos équipes, en fait? Qu'est-ce que l'on fait pour mieux gérer nos émotions, à la fois en tant que manager, mais aussi à l'intérieur de l'équipe? Donc là, il y a plein de choses à dire. Le Qigong aussi, il y a pas mal de choses à dire. C'est la séquence publicitaire de cet art multimillénaire. Épanouissement psychique. Qu'est-ce que l'on fait en faveur de l'équilibre psychique de nos collaborateurs? Et puis je le dis aussi, et là aussi c'est tabou dans beaucoup d'entreprises, l'épanouissement spirituel. Alors là, on perd déjà en général la moitié de la salle, mais de plus en plus, il existe une littérature que je vous invite à découvrir, à ouvrir, sur ce que l'on appelle le leadership spirituel. Il y a beaucoup de penseurs qui viennent du Canada, par exemple, et qui ont fait de très beaux écrits sur le sujet. Et je pense que pour nous ouvrir à... un mot me vient, par exemple, c'est le transégoïsme. Voyez, le transégoïsme, c'est cette idée qu'au-delà de l'égoïsme qui est le nôtre, il y a peut-être quelque chose qui nous relie, qui est plus important peut-être que les égoïsmes individuels. Là aussi, c'est une belle tautologie. Mais assumons-le ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet l'ensemble de ces variables déjà de voir clair derrière ce que l'on appelle qualité de vie au travail. Ce n'est pas un concept un peu éthéré, un peu théorique comme ça, mais il y a vraiment des variables très concrètes derrière et on peut s'évaluer sur chacune de ces variables. Ce qui est intéressant également dans ces variables, c'est que ça permet d'appréhender l'ensemble du continuum de la qualité de vie au travail. Parce qu'on a tendance à considérer que la QVT, c'est ce qui se passe au moment du boulot. C'est vrai, mais ce n'est pas que vrai. C'est aussi avant le travail, pendant le travail et après le travail. Il y a aussi une approche chronologique de la QVT. Avant le travail, c'est par exemple la motivation. Est-ce que j'ai envie d'aller au boulot déjà? Et ça se travaille aussi au niveau de la boîte. Pendant le travail, est-ce que les conditions de réussite de mon boulot finalement sont réunies pour faire ce que j'ai à faire? Et l'après-travail, c'est quoi? C'est une fois que le travail a été élaboré, est-ce que je suis content de ce que j'ai fait? C'est la qualité du boulot que j'ai pu faire. Vous voyez comment la chronologie aussi s'invite dans la réflexion autour de la QVT. Et quand on reprend l'ensemble de ces variables, 24 ou 27, je ne sais plus, eh bien, on a l'ensemble du continuum avant le boulot, pendant le boulot et après le boulot qui nous permettent d'appréhender de manière exhaustive le phénomène. Et hiérarchiser, alors je vais vous expliquer comment. Les variables, elles sont là, et le but du jeu ensuite, c'est qu'il y ait un déclaratif de la part des salariés, parce que d'une organisation à l'autre, ça peut changer. Moi, je me méfie des modèles un peu tout faits. Donc, le modèle que je suis en train de vous présenter, il est déclaratif. Il est basé sur le déclaratif des salariés de l'entreprise. Pourquoi? Parce que je pense que les réponses d'une collectivité territoriale, j'étais à un atelier tout à l'heure, ne seront pas les mêmes qu'une entreprise d'une certaine taille qui affronte tous les jours la violence de la concurrence. Donc, à chacun sa culture également. Donc, le déclaratif est tout à fait essentiel. Donc il y a des touches avec contour et des touches sans contour. Les touches avec contour, ce sont les variables qui, pour nous, compte tenu de notre environnement de marché, compte tenu de notre histoire, de notre culture, sont importantes pour nous. Les conditions de travail, la relation avec mon manager, etc. Bon, il y a sur 27 variables, il y aura des deltas selon d'une équipe à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Donc, à un moment ou à un autre, on demande aux collaborateurs qu'est-ce qui est important pour toi dans toutes les variables que rapidement je vous ai présentées. Première étape, c'est la pondération. Deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a dit quelles étaient les touches blanches et les touches noires, enfin bon, en tout cas les touches plus ou moins importantes, ensuite on les évalue sur une base extrêmement simple. Si vous voulez complexifier le modèle, vous pouvez le faire. Moi, j'ai pris une échelle de Likert, on appelle ça à 3 degrés. Blanc, tout va bien. Gris,
il y a encore des choses à faire, bon, on est vraiment dans l'entre-deux. Et noir, franchement, ça craint. Et là, il y a une appréciation de la part des collaborateurs sur la base d'un modèle assez simple, et on évalue les 27 variables. Préalablement, on a déterminé si elles étaient importantes ou pas, et ensuite on évalue la réponse objective, l'appréciation que l'on porte sur chacune de ces variables. C'est assez simple, assez fondamentalement. Et donc on peut obtenir des choses comme ça. Je vous ai montré tout à l'heure, donc ça c'est une entreprise en particulier, où on voit du blanc, alors vous ne le voyez pas trop, du gris et du noir. Donc visuellement déjà vous voyez concrètement quelle est votre cartographie, on appelle ça un profil en marketing. Quel est votre profil QVT d'entreprise? Vous voyez concrètement où se trouve le noir, le gris et le blanc. Évidemment la priorité ce sera le noir. Évidemment la priorité des priorités ce sera le noir avec le petit liseré et les pointillés. Et là vous savez que c'est là en priorité que vous devez travailler. Ce qui est intéressant également, parce que vous avez 4 niveaux de jugement et d'appréciation là-dessus. Et vous voyez ensuite que les sphères n'ont pas toutes la même taille. Certaines ont une petite taille, d'autres des sphères sont assez volumineuses. Et en plus, vous voyez que par rapport à un axe, certaines sont décalées, d'autres pas. Vous voyez comment visuellement, on peut obtenir un profil, une sorte d'électrocardiogramme de la QVT de l'organisation. D'accord? Et à partir de là, c'est évidemment une aide à la décision. On ne dit pas ce que l'on va faire encore, mais au moins, on a la cartographie assez fidèle de ce qui se passe. Alors vous allez me dire, mais comment fait-on? Voilà, donc les 4 niveaux possibles d'analyse, ils sont là. La taille des sphères, l'alignement des sphères, prioritaire ou pas prioritaire, et la couleur d'appréciation. Alors pour ceux qui sont très cerveau gauche et quantitatifs, vous pourriez me faire exprimer l'objection de dire oui mais c'est très qualitatif, etc. Et si on mettait des scores derrière avec des bons vieux chiffres très occidentaux, on aime bien faire tout rentrer dans des chiffres et dans les cases. Nous sommes, vous le savez, dans une société métrique. Il y a eu un très bon bouquin là-dessus, j'ai oublié le nom, qui disait que bon, on est dans une société qui ne peut pas ne pas mesurer en fait. Hein. Donc si vous voulez mesurer, bah, c'est pas compliqué ensuite, hein. Vous prenez chacune des variables et puis vous mettez 0 points pour la touche noire, 5 points pour la grise, 10 points sur la blanche, et à ce moment-là vous tombez dans le monde merveilleux du chiffre, et puis à ce moment-là vous obtenez des scores. Vous avez celui-là, donc faites-moi confiance, j'ai fait l'exercice, et vous avez sur l'organisation la tête, finalement le QVT de la tête de l'entreprise 60%, 50% sur la partie managériale, interrelationnelle dans les équipes, puis au niveau des individus vous avez 40%. Si vous voulez, vous pouvez moyenner tout ça avec une moyenne non pas pondérée mais arithmétique, et vous obtenez donc un score QVT moyen de 50%. Alors on peut même compliquer ici, et puis ensuite vous vous interrogez pour savoir si c'est en cohérence par rapport à la taille des sphères. Souvenez-vous, la taille des sphères, c'est le temps, l'énergie, l'argent que vous mettez sur chacun des niveaux. Donc si vous avez 20% sur une sphère où vous mettez le paquet, franchement, à mon avis, peut-être que vous devriez mettre cet argent ailleurs. Ou mieux équilibré. Donc si vous voulez complexifier également, donc vous pouvez pondérer les touches, et notamment pour toutes les touches qui sont cerclées avec un petit liseré, à ce moment-là vous pouvez donner une importance double par exemple, et à ce moment-là vous voyez comment les scores évoluent. Le QVTO, c'est-à-dire l'organisation, la tête de groupe, on est à 62, alors qu'avant on était à 60, 57 au lieu de 50 et 34 au lieu de 40. Et ensuite on se fixe une ambition de 2 ans et on dit, bon ben moi je voudrais que mon score, à échéance de 2 ans, sur le score QVT global, ben, il soit de 60 ou 70%. La méthode, qui est évidemment aménageable, parce que cette méthode-là, je sais qu'elle existe, hein, puisque en off, moi je l'ai fait tourner pour un certain nombre d'entreprises, mais elle mérite encore, cette méthode-là, d'être ancrée dans la matière, dans la terre. Pour l'instant, il y a la vision du ciel, il y a l'incarnation qui est moi, qui suis en train de vous expliquer ce que j'ai à vous raconter, et donc, ce modèle, il va avoir besoin d'incarnation de la Terre, le premier barreau du sinogramme que je vous ai montré, avec des expérimentations pour tester tout ce que je vous raconte. Concrètement, moi ce que je suggère c'est ça, c'est-à-dire faire 2 groupes témoins avec 12 salariés, si possible, représentatifs de votre entreprise. Et à ce moment-là, on les fait travailler simultanément, chacun dans une salle différente, pour voir s'ils aboutissent au même résultat. Et ensuite, quasiment à partir de post-it, on va parler le moins possible pour éviter de mettre les uns et les autres en difficulté. Et on va noter chacune des variables, on va noter la taille des sphères, on va faire un certain nombre de choses. Et in fine, à partir des post-it, ça peut même être silencieux, c'est intéressant les post-it. Hein. Pourquoi? Parce que
finalement, on évite aussi de s'influencer les uns les autres et on part viscéralement de ce que les uns et les autres on peut avoir en tête et ce que l'on ressent véritablement. Deuxième intérêt du post-it, c'est l'anonymat. Parce qu'évidemment, sur des choses comme ça, il y a quand même une exposition à dire « Franchement, mon chef, il n'est pas à la hauteur. » Vous voyez à peu près ce moment de solitude que les uns et les autres on peut avoir dans ce genre d'exercice. Même si un des facteurs clés de succès, que j'ai mis un peu plus loin, c'est effectivement qu'il y ait les règles du jeu qui soient posées au début, en disant bienveillance, confidentialité, les règles d'habitude finalement qu'on a l'habitude de poser pour démarrer ce type d'atelier. Mais aujourd'hui, donc voilà, donc on affecte des points, on affecte des post-it, et donc tout ça, ça se déroule d'une manière extrêmement harmonieuse, c'est relativement rapide, et ensuite on obtient le résultat que je vous ai indiqué préalablement. On compare la production des deux groupes pour voir s'il y a des écarts ou au contraire des convergences. On discute évidemment au sein du CODIR, au sein des équipes, puis ensuite évidemment le plan d'action, etc. Les facteurs clés de succès, FCS, c'est bien travailler les règles du jeu pour que les gens s'expriment naturellement et qu'il n'y ait pas ce que l'on appelle des réponses de complaisance. C'est-à-dire je dis que tout va bien parce que le chef m'a dit que ça conditionnait ma prime de fin d'année. Je vous le dis parce que ça peut arriver parfois dans les indicateurs Best Place to Work. Enfin, là-dessus, si vous lisez ça, il y a un article, par exemple, qui nous raconte que les managers mettent la pression lorsqu'ils savent qu'ils vont être interrogés par le cabinet qui évalue les entreprises sur les Best Place to Work ou sur d'autres indicateurs de bien-être au travail. Ceux qui répondent, les salariés sont briefés et on leur explique que s'ils répondent mal à l'enquête, ce serait dommage, mais à la fin de l'année, on ne sera pas copains. Bon, ce qui traduit quand même une forme de culture d'entreprise particulière. Et les icebreakers, donc c'est tout ce qui est exercice de chauffe. C'est vrai qu'au début, pour s'exprimer sur ce genre de choses, on a besoin d'exercices pour briser la glace, être en confiance. Et donc, il existe quantité d'exercices pour faire en sorte que les gens soient à la fois détendus et créatifs. Donc, voilà, donc je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais à vous raconter. Des amateurs pour tester le modèle, vous voyez, façon explorateur. Alors, je ne dis pas que ce sera aussi dur que celui qui tire tout seul son traîneau, au contraire. Donc, voilà, moi je suis à votre disposition à la fois pour répondre à vos questions par rapport au temps qui reste. Je ne sais pas combien de temps il reste. On me fait une croix et c'est 0, donc c'est formidable. Donc, j'ai tenu le timing. L'inconvénient, c'est qu'on n'aura pas le temps pour les questions, j'en suis désolé. Mais après, en off, évidemment, donc je serai ravi de pouvoir répondre à certaines de vos questions et sans doute que ça en a suscité plusieurs. Vous dire que donc il y a pas mal de choses qui sont décrites dans ce livre-là. Je suis venu avec 5 livres, pas plus. Donc ce serait bien que je reparte plus léger que je ne suis venu en arrivant parce que c'est lourd dans le cartable. Merci de votre attention, à votre disposition et peut-être à tout à l'heure à côté. Merci à vous.